magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Jeudi et hier à Lomé, les participants s'accordent sur la nécessité de collaboration et de partage d'informations pour une réponse globale et durable au fléau. Togo créatif et Togo immersive, deux projets franco-allemands pour marquer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée au Togo, un traité qui scellait le 22 janvier 1963 la réconciliation entre l'Allemagne et la France. En Sierra Leone, une nouvelle loi impose 30% de postes pour les femmes. Toutes les organisations publiques ou privées doivent désormais réserver 3 postes sur 10 de leur emploi aux femmes, y compris les postes de direction. Dans la rubrique invitée, nous vous proposons en intégralité le discours du représentant de la présidence du comité interparlementaire du G5 Sahel à la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les autres rendez-vous du journal magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Nous mettons d'abord le cap à la présidence de la République où plusieurs personnalités ont été reçues hier. Parmi elles, Duarte Pacheco, président de l'Union interparlementaire. Avec son hôte, le chef de l'État, Faure Sozimna Zingbe, a discuté des mesures de lutte contre les groupes armés. Avec son Excellence, le président de la République togolaise, il était très important d'exprimer ma gratitude en tant que parlementaire et président de l'IPO. Le Togo et la communauté internationale doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme. Et le Togo est un très bon exemple. C'est un réel plaisir de comprendre qu'ici, vous avez décidé de lutter contre le terrorisme. Merci, Madame la Présidente, pour cela. That here we have a partner to fight terrorism. Thank you, Madam Speaker, for that. La présidente du Sénat du Zimbabwe et présidente de l'Union parlementaire africaine présente au Togo dans le cadre de la conférence parlementaire sur le terrorisme a également été reçue à la présidence. Seini Umaru, président de l'Assemblée nationale du Niger, est la 5e personnalité à être reçue par Faure Singbe. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les dispositions à prendre vis-à-vis de la jeunesse pour une meilleure sécurité dans la sous-région. Nous avons voulu voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir pour voir comment tous ces jeunes-là, aussi bien au niveau, disons, de l'exécutif qu'au niveau du Parlement, comment nous devons faire pour que ces jeunes-là comprennent d'abord pourquoi cette insécurité et faire en sorte que cette jeune, que aussi bien le gouvernement que le Parlement puissent s'en occuper. Parce que cette insécurité, malheureusement, n'a pas de frontières. Elle a commencé dans une localité. Aujourd'hui, elle est en train, disons, à travers des ramifications, prendre toutes les localités, disons, de la zone. Et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous nous retrouvons pour réfléchir ensemble et puis voir les dispositions qu'il faut prendre, surtout en ce qui concerne la jeunesse, disons, pour arrêter cette insécurité. Le vice-directeur de l'Office des Nations Unies contre le terrorisme, Moro Miediko, a aussi conféré en audience hier avec le chef de l'État. La coopération avec le Togo, je dois dire, est exemplaire entre mon office, l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et toutes les institutions du Togo. Nous avons mis en place une stratégie de coopération sur 3 niveaux. Au niveau très technique pour le renforcement des capacités nationales et ça marche très bien. Nous faisons beaucoup d'activités ensemble, de formation, d'autres initiatives très spécialisées, que ce soit avec l'aviation civile ou bien le ministère de la Sécurité ou d'autres institutions. Mais aussi au niveau politique, nous
menons toute une stratégie d'action au niveau africain parce que le continent africain est sous attaque par les groupes terroristes et donc il est très important de s'engager au plus haut niveau. Et troisièmement, l'engagement parlementaire qui est absolument nécessaire. Le leadership que le Togo prend sur cette thématique également et donc on reste préoccupé de l'avancée des groupes terroristes en Afrique en général. J'ai tenu à dire, Monsieur le Président, que le Togo n'est pas seul. Vous pouvez compter avec l'appui des Nations Unies sur ça. Un peu plus tard, après la présidence, donc, toutes ces personnalités sont retournées aux travaux de la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui ont pris fin hier après-midi. Durant 2 jours, donc, les participants ont relevé les pistes de solutions pour lutter contre le terrorisme et les groupes armés. Le bilan des activités avec Moro Miediko, directeur adjoint Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Nous devons tout d'abord travailler ensemble. Ce n'est pas un problème d'un pays ou d'un autre, c'est un problème global. Il est important d'avoir des réponses coordonnées, non seulement entre les pays, mais même au sein de chaque pays. Nous devons assurer des réponses à tout niveau de la société. Donc il faut évidemment des réponses de sécurité, il faut l'engagement même des militaires s'il est nécessaire, mais surtout des agents d'application de loi, de la police, des agents de sécurité, des agences de renseignement. Le partage d'informations est très important. Nous devons également donner des réponses à long terme. Et donc c'est pour cela que nous devons nous occuper des causes du terrorisme. Et donc il faut travailler sur des questions telles que l'éducation, le développement et les réponses qu'il faut donner aux jeunes. Le responsable du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme évoque une autre rencontre prévue dans les prochains jours pour dresser le bilan des actions à mener. Nous sommes ravis de partager nos expériences avec la République togolaise, à la fois très préoccupés de l'avancée du terrorisme et de la pénétration des idéologies terroristes dans la plupart des pays africains, mais nous sommes également très encouragés par les efforts des gouvernements de l'Afrique et également l'engagement parlementaire dans tout le continent. Cette conférence fait partie d'une stratégie d'engagement que nous avons développée, y compris par l'établissement d'un bureau d'engagement parlementaire. La rencontre a donc regroupé les parlementaires de plus de 22 pays africains, les organisations de jeunes et de la société civile. Le Conseil de la Choura du Qatar y était également. Célébration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Ce traité couvre les domaines comme la culture, la défense. Au Togo, plusieurs activités marquent l'événement, notamment le projet Togo Créatif et le projet Togo Immersive, lancé hier au Goethe Institut par le couple franco-allemand. Geneviève Pognon y était. Le projet Togo Immersive est une exposition de la production documentaire des vestiges du Togo. Il reflète la diversité du patrimoine naturel et culturel togolais à travers un matériel vidéo. Cette exposition constitue une illustration des réalisations du Fonds Élysée. Le second projet est Togo Créatif, qui vise le renforcement des capacités du secteur culturel togolais par des coopérations entre les artistes, les opérateurs européens et africains. Écoutons l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo, Mathias Veltin, et son collègue de France, Augustin Favero. Avec le tandem que nous formons, et aussi avec l'ambassadeur de l'Union européenne, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Allemagne en marche et au service du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et il n'y a pas mieux que le Togo comme laboratoire de ce partenariat moderne, dynamique et ampulier. Et on va le voir dans le domaine culturel. D'abord l'exposition Togo Immersive, et je trouve que les deux mots sont importants. C'est donc en plein dans la réalité du Togo. Et Togo Créatif, c'est ça la France, l'Allemagne et l'Europe au Togo. C'est immersif et créatif. Pour cette journée, ça c'est vraiment communiquer deux choses. Premièrement, la dimension, l'importance du traité de l'Élysée et de la coopération franco-allemande pour expliquer qu'est-ce qu'il a changé en Europe, qu'est-ce qu'il a changé en Allemagne et en France avec cette coopération et quelle est la réalité aujourd'hui. Et deuxièmement, coopération de nous avec le Togo et pour la réalité ici au Togo. Le traité de l'Élysée a été signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer. Ce traité établit une coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, à savoir la défense, l'éducation, la jeunesse et la culture.
L'association togolaise pour la promotion des mathématiques veut motiver les jeunes filles à s'intéresser à la discipline. Elle a lancé officiellement ce matin la 10e édition des Olympiades togolaises des mathématiques et la compétition Miss Mathématiques. Nous reviendrons davantage sur cet élément. Le jeu Le Millionnaire c'est moi de Togocom a encore fait 5 heureux gagnants. La remise des prix s'est déroulée hier à Tchévier. Les lauréats ont reçu chacun un chèque de 1 million de francs CFA. Certains nous livrent leurs impressions. Je m'appelle Alébé Kauchar, je suis très content. Je pensais que c'était du jeu, des arnaqueurs, mais aujourd'hui, j'ai la certitude que c'est vraiment les 1 million sont dans mon compte. Moi, je suis Mati comme Inavi. Et comme aujourd'hui, vous le voyez, c'est moi le millionnaire. Et dans la semaine du 23 décembre, moi, j'ai fait seulement un pégage de 350 francs. La direction m'a appelé un matin comme ça, que c'est comme ça, je suis un gagnant. Donc, je remercie vraiment Togocom pour ce temps. Le jeu Le Millionnaire c'est moi est une campagne de Togocom pour récompenser la fidélité de ses abonnés. Comment y participer? Gounou Rachad, responsable produit Data Togocom. Le principe il est simple, on souscrit un forfait à partir de 300 et on est éligible à un tirage. Et ce tirage-là vous donne l'occasion de remporter un lotimony d'1 million. Donc 1 million par jour à gagner. On le rappelle, plus vous souscrivez, plus vous avez la chance de gagner. À ce jour, on a déjà fait 60 heureux gagnants. Le gagnant est contacté par le 888. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de WhatsApp. Personne ne va vous demander votre code Timoni. Personne ne va vous promettre de gagner une moto. Le 888 vous appelle et vous annonce que vous êtes l'heureux gagnant et vous donne rendez-vous pour la cérémonie de remise. Démarré le 7 décembre dernier, le jeu Le Millionnaire c'est moi de Togocom prend fin le 4 février prochain. L'actualité internationale au Nigeria, les deux principaux candidats à la présidentielle de février se livrent une fin de campagne acerbe, chacun appelant à l'arrestation de l'autre en ressortant de vieux scandales de corruption. La politique nigériane est en effet minée par des accusations de tout genre, en particulier concernant de sombres affaires d'argent. Il est favori à la présidentielle du 25 février prochain. Bola Tinubu et Atiku Abubakar, tous deux de richissimes septagénaires, n'y échappent pas. Ils ont été maintes fois accusés de corruption, ce qu'ils nient tous deux fermement. Plus de 93 millions de Nigérians seront donc appelés aux urnes le 25 février pour élire un successeur au président Muhammadu Buhari, qui ne se présentera pas après 2 mandats. La nation la plus peuplée d'Afrique fait face à d'innombrables défis, en particulier une insécurité quasi généralisée, une grave crise économique et des inégalités vertigineuses. Ces dernières semaines, alors que la campagne s'intensifie, les insultes et accusations ont fusé entre les candidats. Sierra Leone, une nouvelle loi impose 30% de postes pour les femmes. Promulguée jeudi par le président Julius Maada Bio, elle fait obligation à toutes les organisations publiques ou privées de réserver 30% de leur emploi aux femmes, y compris aux postes de direction dans une société qui favorise traditionnellement les hommes. Les employeurs qui ne respectent pas la loi encourent une amende de 50 000 léones, 2 400 € pour chaque infraction. Le texte vise aussi à favoriser l'accès des femmes au financement et lie les dépenses publiques à l'égalité entre hommes et femmes. Ceux qui dénient aux femmes l'égalité d'accès au soutien financier risquent au moins 3 ans de prison. La mission de maintien de paix des Nations Unies au Mali n'est pas viable sans augmenter le nombre de casques bleus. C'est selon un document de l'ONU qui évoque un possible retrait des troupes si des conditions clés ne sont pas remplies. La MINUSMA a été créée en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste.
protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains étaient donc les objectifs de la MINUSMA, mais la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver depuis. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des Nations des États-Unis, a fait la navette entre un bâtiment gouvernemental et une pépinière d'entreprise au Sénégal hier pour terminer sa journée à la résidence du président en passant un message sur les relations mutuelles bénéfiques entre les États-Unis et l'Afrique. Elle était au Sénégal pour parler de la nécessité de rendre les banques multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international plus équitables vis-à-vis des intérêts des pays en développement, de construire de nouveaux projets tels que le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest et d'engager de nouveaux fonds pour l'éducation et les soins de santé sur le continent. Janet Yellen a également mis en garde contre les risques d'exploitation de cette croissance en pointant du doigt les investissements massifs de la Chine dans les pays africains qui, selon les critiques, contiennent des conditions inéquitables et laissent les pays criblés de dettes. Nous vous l'annoncions, voici à présent l'intégralité du discours de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger, représentant de la présidence du comité interparlementaire du G5 Sahel à la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme à Lomé jeudi et vendredi. Je voudrais avant tout propos présenter ma sincère gratitude à l'Assemblée nationale togolaise et plus singulièrement pour l'accueil chaleureux et fraternel que ma délégation et moi-même avions reçu à notre arrivée dans cette belle ville de Lomé. Je voudrais ensuite saluer et remercier les organisateurs de cette importante rencontre, à savoir le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, l'Union parlementaire africaine et le Conseil de la Choura de l'État du Qatar. Chers collègues, pour en arriver à notre conférence, je voudrais de prime abord en saluer toute la pertinence dans le contexte particulier qui est celui de la zone sahélienne, gravement perturbée par une guerre aussi meurtrière que sournoise. En effet, aujourd'hui, le fait terroriste s'impose à nos États comme un véritable fléau qui n'épargne aucun pan de la société. Là, d'en rechercher les origines, nous nous sommes résolus à le combattre avec l'appui bienveillant de nos partenaires habituels. Nous avons engrangé de nombreuses victoires et la peur panique que les terroristes inspirés dans nos contrées semble se dissiper progressivement. Dans certains de nos pays, un recul des forces du mal semble même s'amorcer. Pour autant, nous devons reconnaître qu'en dépit des coups qui lui sont infligés, le monstre est encore vivant, car ayant développé d'importantes capacités de mutation. En effet, la nébuleuse terroriste, malgré les pertes qu'elle subit ici et là, arrive à se régénérer en changeant de forme et d'approche. Ainsi, lorsqu'elle n'arrive pas à conquérir des territoires, elle emprunte les méthodes du grand banditisme, faites de raquettes, d'attaques en main armée et d'enlèvement contre rançon. C'est dire alors que le terrorisme demeure encore une réelle menace qui risque même de traverser les frontières du Sahel. Il est d'autant plus redoutable que jusqu'ici, il avance masqué, car aucun des actes de terreur qu'il pose n'est sous-tendu de revendication. Quant à ses conséquences, elles se vivent au quotidien. C'est notamment la menace sur la paix sociale. C'est cette tension permanente qu'il génère dans nos communautés. C'est l'instabilité pour les institutions de l'État. Mais c'est surtout un frein puissant au développement avec pour conséquence l'arrêt de la production agricole dans toutes les zones de la ligne de front, la migration forcée, la migration clandestine et l'aggravation de la pauvreté. Madame la Présidente, ce décor étant planté, il nous faut à présent nous pencher sur la problématique que constitue le binôme jeunesse et terrorisme. Il me semble qu'il s'agit là sans doute d'une piste de solution pour en finir avec le terrorisme. En effet, un constat s'impose. Ceux qui portent les armes contre nos compatriotes sont des individus à la fleur de l'âge. S'ils ne sont pas à l'origine du phénomène, ils en sont le bras armé. Dès lors, la solution ne consiste-t-elle pas à leur opposer leurs semblables, bien préparés à les combattre? Mais auparavant, ne faut-il pas s'interroger sur le cheminement qui conduit les jeunes aux graves extrémités auxquelles ils sont arrivés? La réponse à cette interrogation n'est pas aisée, tant de nombreux paramètres entrent en ligne de compte. Il y a d'abord les défaillances
devenue structurelle de l'éducation formelle, surtout en milieu rural. Il y a ensuite l'exacerbation de la pauvreté, dont découle le développement rapide du chômage des jeunes, aggravé par l'inadéquation entre le croît démographique et celui de l'économie. À titre illustratif, à l'heure actuelle, au Niger, 60% de la population a moins de 18 ans. Et chaque année, il arrive sur le marché du travail 500 000 nouveaux postulants que l'économie nationale est loin de pouvoir absorber. En conséquence, d'une année à l'autre, la masse des jeunes sans emploi continue à s'accroître avec le risque pour ces jeunes de devenir sujets à toutes les dérives préjudiciables à l'ordre public. Bien évidemment, tous ces jeunes ne deviennent pas des terroristes ni des délinquants, mais ils demeurent les cibles de toutes les organisations criminelles qui s'adonnent au trafic illégaux d'armes, de substances psychotropes, de personnes humaines. Ainsi, en zone rurale, il a été observé que les recrues des terroristes sont principalement constituées de jeunes désœuvrés, appâtés par de fausses promesses d'un enrichissement immédiat avec en prime la bénédiction de Dieu. Face à cette situation, il revient au pouvoir public de repenser toute la politique relative à la jeunesse. L'approche stratégique devra tenir compte des nouveaux paramètres comme l'important virage des mentalités induit par la profusion des technologies de l'information et de la communication. En effet, aujourd'hui, grâce au téléphone portable, même les jeunes ruraux, habitant les contrées les plus reculées, disposent d'une large ouverture sur le monde, ce qui impacte considérablement sur leurs rêves et leurs aspirations. Les programmes et projets les concernant se doivent d'être plus innovants que par le passé. Il faudrait surtout qu'ils s'appuient sur une meilleure formation à la citoyenneté et un recentrage autour des réalités locales. Me fondant sur tous ces éléments, je pense que la meilleure façon de responsabiliser les jeunes face aux terroristes est d'abord de les préparer mieux à résister au chant des sirènes des réseaux terroristes qui s'en servent comme des chairs à canon. Il faudrait que par une meilleure prise en charge, la jeunesse trouve la force psychologique nécessaire pour se positionner en adversaire résolu du terrorisme et puisse ainsi contribuer à faire échec à ses commanditaires. Il nous faut donc aujourd'hui proposer aux jeunes de vraies alternatives, en les impliquant à tous les niveaux. À cet égard, l'expérience nigérienne reposant sur la création d'un Conseil national de la jeunesse pourrait faire école. En effet, les jeunes, fédérés à travers ce Conseil, se sentent davantage considérés et responsabilisés sur toutes les questions les concernant. Ce Conseil a aujourd'hui acquis suffisamment de visibilité pour devenir progressivement l'interlocuteur aussi bien écouté par le gouvernement que par l'Assemblée nationale pour toutes les problématiques se rapportant à la jeunesse. En plus de ce cadre organisé, il me semble que pour faire des jeunes de meilleurs acteurs, conscients de leurs devoirs dans les combats de notre temps, il faudrait agir en amont en nous donnant les moyens d'assurer à nos enfants une éducation adaptée aux besoins de nos sociétés. Il sera certainement nécessaire de revisiter tous les curricula scolaires avec un recentrage sur nos réalités économiques et sociales. Sans doute, serait-il indispensable de passer par l'orientation précoce de l'essentiel des écoliers vers la formation professionnelle et réserver l'accès aux études supérieures aux meilleurs élèves par génération. Pour les déscolariser et les jeunes ruraux, des investissements massifs doivent être faits pour développer davantage des filières d'entrepreneuriat adaptées à leurs conditions, avec vocation à réduire l'inactivité et donc la vulnérabilité de la jeunesse. L'objectif, ce faisant, est de réduire les conditions qui conduisent les jeunes au désespoir, qui les poussent aux extrémités fâcheuses pour leur communauté et pour l'État. À cet égard, je voudrais évoquer pour m'en féliciter le rôle de cette expérience nigérienne inédite qu'est le Haut Commissariat à la restauration de la paix, autorité autonome, qui avec le concours de l'État et de nos partenaires au développement, conduit des actions de terrain, dont l'un des objectifs majeurs est la réinsertion de tous les jeunes en déperdition, grâce notamment aux activités à haute intensité de main-d'œuvre. Les terroristes repentis, particulièrement issus du monde rural, sont ainsi pris en charge dans le respect de leur dignité. Madame la Présidente, l'autre action immédiate qui pourrait conquérir à faire de la jeunesse un paravent contre le terrorisme consiste à incorporer aux forces de défense et de sécurité des jeunes résidant aux abords de la ligne de front. Cette expérience s'est révélée concluante au Niger face à Boko Haram, dans la région de Difa. En effet, les recrues
connaissant mieux le terrain et l'ennemi qui leur ressemble, se sont révélés très efficaces aussi bien en matière de renseignement que sur le théâtre des opérations. Madame la Présidente, s'il revient au gouvernement de prendre directement en charge la problématique jeunesse et terrorisme, quelle devra alors être la contribution de nos parlements? À mon sens, le premier devoir du Parlement est de soutenir sans réserve les stratégies du pouvoir exécutif en la matière, sans pour autant déroger aux prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes. Il devra s'efforcer d'adapter la législation nationale à la situation née des conséquences du terrorisme. Le député pris individuellement doit initier des propositions de loi susceptibles d'inciter les jeunes à mieux intégrer la vie active. Dans le cadre de ses missions de représentation, le Parlement se doit d'aller davantage vers la jeunesse à travers des campagnes de sensibilisation sur des thématiques portant sur la citoyenneté et le civisme. C'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale du Niger poursuit l'expérience du Parlement des jeunes, véritable creuset de responsabilisation citoyenne précoce. Ces parlementaires juniors, désignés parmi les meilleurs du cycle secondaire, reçoivent de l'Assemblée nationale un encadrement reposant sur la connaissance de leur pays, en ses défis comme en ses potentialités. Le résultat final, c'est que dans leurs milieux respectifs, ils deviennent des modèles, des référents dont on peut s'inspirer. Dans le cadre de ces prérogatives législatives, le Parlement pourrait encourager la prévention des jeunes contre le terrorisme par des allocations appropriées de ressources budgétaires au profit de projets structurants qui les impliquent à tous les niveaux. Dans le même ordre d'idée, ils doivent soutenir à travers le budget les stratégies nationales et régionales de prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, au niveau individuel, l'Assemblée nationale devra inviter instamment chaque député à conduire dans son environnement immédiat des missions de sensibilisation de la jeunesse pendant les vacances parlementaires. Madame la Présidente, au niveau multilatéral, à l'échelle sahélienne, le comité interparlementaire du G5 Sahel devra se donner les moyens de s'assurer de la pertinence, de la cohérence et de l'impact des projets financés à travers le programme d'investissement prioritaire que les partenaires au développement ont promis de financer. Il pourrait inciter le secrétariat exécutif du G5 Sahel à mieux orienter ses activités en direction de la jeunesse. Madame la Présidente, quant aux rencontres comme celle qui nous réunit aujourd'hui, elles représentent de belles opportunités pour partager les bonnes pratiques d'un pays à l'autre. Elles nous permettent d'élargir nos cibles de plaidoyer en direction de la communauté internationale afin que tous les pays du monde se persuadent que la question terroriste transcende toutes les frontières. L'autre intérêt de ces rencontres est surtout celui de réaffirmer la nécessité de l'engagement des parlementaires dans la lutte contre le fléau terroriste, engagement qui découle de source, car une guerre au sein des populations ne peut se gagner que par le franc et efficace engagement de ces populations. Sensibilisés, encadrés et conseillés par ceux-là même à qui ils ont donné mandat pour les représenter au sommet de l'État. Madame la Présidente, je n'ai pas vocation à épuiser notre débat à moi tout seul, en vous remerciant encore une fois de m'avoir invité dans ce magnifique pays pour prendre part à cette rencontre si importante pour les programmes et les projets, voire si importante pour le monde entier. Je vous remercie. Écho du Palais, 10 ans de réclusion criminelle. C'est la peine requise contre le nommé Tom Vaz Ignacio, accusé de trafic international de drogue à haut risque. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le 4 novembre 2014, aux environs de 11 heures, l'avion à bord duquel se trouvait Tom Vaz Ignacio, en provenance de Sao Paulo au Brésil, à destination de Cotonou au Bénin, a atterri à l'aéroport international Gnassingbé et Adéma de Lomé. Une fouille de routine de l'équipe de la cellule aéroportuaire anti-trafic et du blanchiment a permis de découvrir dans 2 valises lui appartenant de petits cartons dans lesquels se trouvaient au total 271 sachets de cocaïne d'un poids total de 22,9 kg. Interrogé en enquête préliminaire, Tom Vaz a reconnu les faits qui lui étaient imputés. En effet, il a déclaré qu'il s'était installé depuis 2 ans au Portugal. Lors de son séjour chez son frère à Sao Paulo au Brésil, un certain Évariste, qui serait un ami de son frère,
lui a proposé le transport des 2 valises jusqu'à Cotonou au Bénin contre une récompense de 10 000 €. Une offre qu'il a acceptée sans hésiter parce qu'il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces faits constituant donc un crime de transport international de drogue à haut risque et puni par la loi togolaise, il a été condamné par la cour d'assises à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction de séjour au Togo. Quel est le sens de cette condamnation, Maître Blaise Kamampen? Ça veut dire que la condamnation ne peut plus s'appliquer ici, ne peut plus être exécutée ici. Et par conséquent, les autorités compétentes prendront des mesures pour l'expulser, avec interdiction définitive de ne pas mettre pied au Togo pendant 10 ans. En fait, il y a une nuance entre interdiction de séjour et extradition. Si on avait ordonné son extradition, ça veut dire que c'est l'État guinéen ou portugais qui devait faire la démarche pour le recueillir afin qu'il puisse s'appeler chez lui dans un des 2 pays. Mais il se fait que l'interdiction de séjour est une forme d'expulsion. Donc, on le laisse comme un lapin, seulement il ne peut pas revenir dans notre pays. Il ne peut pas être interpellé. Maintenant, son casier judiciaire sera mis sur la plateforme de, par exemple, Interpol saura que c'est un condamné. Donc, il peut avoir à subir les châtiments de cette condamnation sur le plan de l'état civil. Mais les États portugais de Guinée-Bissau ne peuvent pas l'interpeller ni le juger sur le même fait, puisqu'il a été déjà jugé. Donc, mon client s'en est bien tiré. Il lui appartient de changer de vie ou ne plus suivre ces réseaux noirs qui font beaucoup de mal aux gens. Les sports, début aujourd'hui des matchs de la 3e journée du CHAN Algérie 2023. Ce soir, la Libye croise l'Éthiopie et le Mozambique affronte l'Algérie. Au Togo, les arbitres sont en formation à Ligue Lomé Golf. C'est une séance de mise à niveau en attendant les examens prévus le 4 février prochain. Milek Agbokou. Ils sont venus très nombreux à assister à cette séance de révision avant le jour de l'examen le 4 février. Tout grade était au rendez-vous pour cette mise à niveau. Le premier vice-président de la Ligue de football de Lomé Golf et président de la commission des arbitres de la Ligue nous donne plus le bien fondé de cette séance de révision. Amenti Valentin. Nous voulons avoir dans notre juridiction, sur Lomé Golf, des meilleurs, des arbitres des meilleurs, qui vont répondre aux besoins futurs de notre pays. L'examen se prépare à 3 niveaux. D'abord, il y a les arbitres de district, les arbitres de ligue et les arbitres fédéraux. Donc, nous allons les préparer grade par grade, à ce qu'à la fin de l'examen, on puisse avoir des arbitres suffisants à tout niveau de ces grades. Les révisions portent concrètement sur quel module? Bebou Bekou Bebilé, instructeur FIFA, donne des précisions. Nous retrouvons nos candidats pour essayer d'amalguer, de rassembler les conditions d'une bonne composition qui les attendent d'ici une semaine. Une révision, comme nous le savons, c'est un balayage de tout ce qui a été étudié. Ce que nous sommes en train de faire, vous leur posez une question, la manière dont ils répondent vous permet de recadrer que non, c'est ce qui se fait, ce n'est pas cela. Très souvent, il y a certaines questions qui leur demandent leur point de vue sur une situation donnée. Alors là, un arbitre ne peut pas dire selon moi, non. Il se base sur un texte. Et là, il dit, la loi disant ceci, je peux faire ceci. En se basant, en se référant de la loi numéro telle, mon point de vue ici serait comme ça, ou mon point de vue conformément à la loi. Voilà ce que nous sommes venus pour les aider à corriger avant le jour J. Comment la séance se fait? Voici la réponse d'une stagiaire de grade fédéral. Elle s'appelle Sika Hovi. Donc nous avions eu à faire des séances de questions-réponses avec nos aînés, nos doyens qui nous ont aidés à mieux répondre à certaines questions auxquelles nous pensions avoir de bonnes réponses, mais la séance de travail avec eux nous a permis de voir comment orienter ces réponses-là pour avoir les points. Ce sont des questions d'ordre technique, des questions pratiques également, donc des questions relatives naturellement aux lois du jeu et des questions véritablement qu'on peut nous poser à l'examen et des questions auxquelles véritablement nous devons répondre conformément aux lois du jeu. Donc c'est juste une orientation pour nous permettre de mieux comprendre d'abord les questions et savoir comment répondre à ces questions.
Des sports à la revue de presse. Avant de clore cette édition, la célébration du 60e anniversaire du décès du premier président togolais, Sylvanus Olympio, le forum des producteurs agricoles tenu la semaine dernière à Dapaon et la conférence internationale sur le terrorisme sont les principaux sujets à la une des parutions. Revue de presse, Léontine Atogima. Lutte contre le terrorisme, la conférence internationale de Lomé pour poursuivre la recherche des moyens de lutte contre le phénomène, rapporte Ouara les vainqueurs. La rencontre de Lomé implique les parlementaires qui s'engagent avec les jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent, ajoute le journal. Donner la voix aux jeunes Africains qui ont besoin de beaucoup d'espoir pour s'extirper de la nébuleuse, véritable cancer pour le continent en ce XXIe siècle, est le principal centre d'intérêt de la conférence, renchérit Togo Presse. Des représentants des assemblées des États d'Afrique, des organisations de la société civile, des représentants des agences du système des Nations Unies et des organisations internationales sont tous à la recherche d'une réponse collective sur la lutte contre le terrorisme, rajoute la Nouvelle Tribune. Le nord du Togo, notamment la région des savanes, est confronté depuis des mois au phénomène du terrorisme. Et c'est par cette région qu'a débuté l'acte 1 du Forum des producteurs agricoles. Dialogue direct fort producteurs agricoles, les vérités de chaque camp, titre l'Union pour la patrie. Le bi-hebdomadaire s'explique. Aux producteurs, le chef de l'État a rappelé les objectifs qui sous-tendent les réformes initiées dans le secteur agricole en vue de faire des producteurs de véritables entrepreneurs et acteurs de développement socio-économique. Au président de la République, les centaines de producteurs agricoles conviés à ce forum ont fait des demandes pour booster les productions dans la région. Il s'agit entre autres de l'accélération de l'opérationnalisation du schéma directeur de l'agriculture irriguée, l'accélération du processus d'installation des unités de production d'engrais et l'intensification des actions de soutien à l'aquaculture dans la région des savanes. On ne parlera plus du Forum national des paysans togolais, mais du Forum des producteurs agricoles du Togo, nous informe Nouvelle Opinion. Autre information, le retour du délestage. Que se passe-t-il encore? S'interroge la lanterne. L'apparition va plus loin en se demandant serait-ce le retour des vieux démons ou une mauvaise gestion de la direction. Le journal trouve curieux le silence de la compagnie énergétique sur les raisons de ces coupures qui constituent des désagréments pour la population. Pour finir, commémoration du 60e anniversaire de la mort du père de l'indépendance le 13 janvier dernier, quand l'événement vire à une stérile récupération politique par une certaine opposition opportuniste, déplore Chronique de la semaine. Le journal s'indigne et se demande comment se réclamer de ce grand homme et refuser de se saluer même à l'église entre compagnons de lutte. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Pluriel de ce samedi 21 juillet, c'est fini. Le rappel des titres avant de nous séparer. Conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent jeudi et hier à Lomé. Les participants se sont accordés sur la nécessité de collaboration et de partage d'informations pour une réponse globale et durable au fléau. Togo créatif et Togo immersif, deux projets franco-allemands pour marquer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée au Togo. Un traité qui scellait le 22 janvier 1963 la réconciliation entre l'Allemagne et la France. En Sierra Leone, une nouvelle loi impose 30% de postes pour les femmes. Toutes les organisations, publiques ou privées, doivent désormais réserver 3 postes sur 10 de leurs emplois aux femmes, y compris les postes de direction.